Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouebel. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous pour un nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouebel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation ou en tant qu'agence, 1 minute 30 sera à vos côtés à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement HubSpot. Toujours avec Rémi Poulet, mon associé CTO chez 1 minute 30, on va parler cette fois-ci de l'intégration d'HubSpot avec un ERP. Salut Rémi, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ouais, super. Rémi, on parle d'intégration avec un ERP. Alors déjà, peux-tu nous rappeler ce qu'est un ERP ? Et surtout, à quoi ça sert d'intégrer un CRM avec l'ERP ? La définition d'un ERP, c'est Enterprise Resource Planning. La plupart du temps, ça se résume à la facturation, notamment aux achats et à la compta. Mais parfois, ça peut aller plus loin. Ça peut être de l'activité projet, ça peut être notamment aussi de la supply chain avec une connexion à un WMS, c'est-à-dire un Warehouse Management System qui te permet d'avoir les informations de livraison. Et en fonction d'une entreprise à l'autre, en fonction de ton secteur d'activité, tu vas te concentrer uniquement sur la facturation et l'encours client, donc l'état des factures et des encaissements, ou pour d'autres, tu iras beaucoup plus loin dans un aspect logistique. Et qu'est-ce qui va t'intéresser dans les factures et les encours clients et pourquoi c'est intéressant de lier ça au CRM ? L'ERP, c'est la source de vérité de ce que le client a réellement consommé ou réellement acheté. Et donc, d'un point de vue commercial, quand tu as une relation client, c'est important au-delà de l'acte de vente, de savoir ce qui se passe d'un point de vue opérationnel. Et donc, cette partie opérationnelle, c'est de connaître l'encours client, connaître l'ensemble des factures, connaître l'ensemble des produits qu'il a réellement achetés, qu'il a réellement consommés. En fait, ça n'est pas que l'historique des devis validés qui te donne l'état réel de ton client et la source de vérité de la facturation, qui est quand même une source quand même très importante au niveau de la relation commerciale. Elle existe non pas dans le CRM, mais la plupart du temps dans les ERP. C'est-à-dire que quand le CRM n'est pas lié à l'ERP, on risque d'avoir un chiffre d'affaires signé, fermé, gagné qui ne correspond pas au réellement facturé, en fait. Oui, et puis au-delà de ça, tu as des données complémentaires qui viennent enrichir la donnée de ton CRM au niveau de ton ERP. Et donc, effectivement, la vraie source de vérité de la facturation, c'est-à-dire la bottom line de ce que tu encaisses à la fin du mois, est quand même une valeur plus sûre que ce que tu as la liste de devis opérationnels réalisés. Ensuite, tu as quand même certains secteurs qui sont quand même critiques, dans lesquels tu as un vrai temps entre l'engagement de chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires réalisé. C'est-à-dire que connaître de ton client, notamment, où en est la production de sa commande, où en est la livraison de sa commande, est un vrai enjeu aussi de la satisfaction et donc de l'enchantement de ton client. Il est important, notamment pour certains commerciaux, d'avoir un aspect de Customer Success Manager et donc savoir que la prestation s'est bien réalisée, que le démarrage s'est bien réalisé, que les premières expériences clients sont positives, y compris dans la phase d'exploitation, est très important pour l'engagement, pour l'upsell, pour du cross-sell, pour de l'attrition, donc pour défendre en fait le churn et le risque de désengagement des clients. Et ça, c'est en fait un des vecteurs clés de succès et de ne pas se concentrer que sur l'acte d'achat. Donc de ce que j'entends, vu que c'est intéressant pour les commerciaux qui peuvent suivre, c'est intéressant pour le service client, c'est intéressant pour le marketing aussi qui va pouvoir suivre le retour sur investissement de ces actions marketing. Pour toi, c'est l'intégration phare et la première intégration à faire si on veut enrichir son CRM et le brancher au reste du système. Alors, encore une fois, ça dépend un peu des secteurs d'activité. Tu as quelques activités dans lesquelles l'acte de commercialisation est très important. Maintenant, il y a effectivement énormément d'informations qui sont collectées dans l'ERP. Quand tu as notamment des logiques de produits, donc la consommation, l'engagement produit est quelque chose de très important d'un point de vue marketing. Et ça, c'est bien l'ERP qui va l'avoir et c'est pas la liste des commandes, mais c'est vraiment aussi des informations d'usage qui vont te permettre d'enrichir ta donnée. Et donc, c'est effectivement souvent une des premières intégrations qui est nécessaire au-delà de juste l'acte ou l'appétence. On se concentre souvent sur l'impétence, entre guillemets, perçue de ton client dans la phase d'avant-vente, c'est-à-dire le nombre de contacts, est-ce qu'il m'a envoyé son RFP, est-ce qu'il m'a envoyé sa demande de devis, est-ce que j'ai envoyé son devis, est-ce que j'ai bien interagi, est-ce que j'ai répondu à toutes ces questions qui correspondent en fait à l'acte de vente classique. Là, le RP va te donner quelque chose qui va être beaucoup plus de retravailler ta base client
Et donc, de retravailler ton existant et surtout pouvoir faire du renouvellement et pouvoir faire l'upsell. On a compris pourquoi s'intégrer à un ERP. Maintenant, c'est quoi les bonnes questions à se poser par rapport à son ERP, à cette intégration? Première question à se poser, c'est un peu toujours la même, c'est une logique de gouvernance. Où sont les sources de vérité de mon entreprise? Souvent, quand tu connectes un CRM, tu peux connecter à un ou plusieurs autres ERP. Donc, on a pas mal de clients, on se connecte à 3, 4, 5 ERP différents. Explique-nous un peu plus pourquoi on se retrouve dans ces situations d'avoir plusieurs ERP, parce qu'on a plusieurs métiers, parce que... Alors, c'est souvent lié à la vie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle a fait des acquisitions, au cours du temps, elle a fait des croissances qui ne sont pas forcément organiques, qui peuvent être des croissances externes, et donc, mécaniquement, il peut y avoir plusieurs ERP. Certains, même en organique, choisissent de déployer différents ERP liés à différents types d'activités, parce qu'il y en a qui auront plus besoin de connaître des aspects logistiques et de supply chain, là où d'autres seront concentrés sur la facturation récurrente et que les ERP ne sont pas toujours adaptés à faire papa-maman. Si je puis me permettre. Et donc, tu disais, maintenant qu'on a plusieurs ERP, il faut définir quelle est la source de vérité. Tu peux nous préciser ce que ça veut dire? La source de vérité, ça veut dire, en fait, où sont les sources de vérité, où est la source de vérité de mes clients? Et notamment, quand il y a plusieurs ERP, où est la source de vérité de ce client-là, d'un client particulier qui peut être présent dans plusieurs ERP? Comment je les réconcilie? Et donc, la notion de réconciliation de client unique, ce qu'on appelle le RCU. Et surtout, qu'est-ce que je propage? Où est la source de vérité de mes prospects? Souvent, la source de vérité des prospects est dans le CRM, la source de vérité de la facturation est mécaniquement dans les différents ERP. Maintenant, la source de vérité de l'engagement client, il peut être entre les deux, c'est-à-dire quand on a plusieurs ERP, l'engagement client par rapport au groupe, par rapport aux différentes entités, et la somme des engagements des différents ERP. Donc, la source de vérité de l'engagement est vraiment côté ERP. Et la source de vérité de la relation de mon groupe avec l'entreprise, eh bien, il est plutôt remonté côté CRM. Donc, la première chose, c'est bien définir cette source de vérité. Et de bien définir où sont les sources de vérité, que ça soit en B2B ou en B2C. Donc, mes entités facturées, mes personnes morales, mes personnes physiques. Et surtout, comment on va propager la donnée. T'imagines bien que quand tu anonymises une donnée dans un CRM, tu vas pas l'anonymiser dans ta facturation et pas anonymiser tes factures passées. Et donc, tu as un deuxième enjeu qui est de dire comment je synchronise ma donnée. Et on travaille souvent, les développeurs ont l'habitude de parler du CRUD, Create, Read, Update, Delete. En fait, on parle, nous, souvent du CRUDAN, c'est-à-dire Create, Read, Update, Delete, Anonymize, Merge, c'est-à-dire j'anonymise et je fusionne mes données. Et en fait, on se concentre, toute la problématique de l'intégration d'un ERP, c'est de gérer ces cas limites, notamment d'anonymisation et de fusion de contacts, fusion d'entreprises, fusion de différentes fiches qui doivent être réconciliées en un seul. Et comment tu gères cet aspect-là? Parce que ça semble très technique, le client n'a pas, je ne sais pas nécessairement ce qu'il veut. En fait, là où effectivement la partie technique, c'est comment on va le faire, c'est une question de besoin d'usage. C'est-à-dire, c'est là où les métiers, tant commerciaux que marketing, que produits, vont être intéressés pour avoir l'information d'une certaine façon, d'exploiter l'information. On va regarder comment se propage la donnée et quelle est la vitesse à laquelle on va la propager. C'est-à-dire que souvent, on considère, il y a beaucoup de clients qui se contentent d'avoir une synchronisation avec le ERP une fois par jour. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on a l'état de l'encours client de la veille, c'est pas un sujet. Puis, il y a d'autres métiers dans lesquels on a des cycles de vente assez courts, où on a des vecteurs de décision qui sont concentrés sur une période très courte. Et dans ces cas-là, il y a une vraie logique d'avoir une synchronisation de la donnée rapide. Et c'est toujours les métiers, et c'est toujours l'usage par le haut qui va définir quel est mon vrai besoin d'information que je dois remonter. Tu as différentes alternatives pour synchroniser avec un ERP. Typiquement, sur HubSpot, il y a une marketplace où on peut parfois trouver des connecteurs avec son ERP. On peut aussi parfois utiliser des outils comme Zapier, NCSN, ce genre de choses. Qu'en penses-tu? Comment il y a aussi l'Operation Hub qui a quelques synchronisations plutôt avec des outils américains. C'est quoi les différentes alternatives? Comment aborder ce sujet-là quand on veut connecter HubSpot avec son ERP? En fait, alors il y a plusieurs sujets dans le sujet. D'abord, c'est comme tout add-on. Ce qu'il y a sur la marketplace évolue à un certain rythme et on sait que les API d'HubSpot évoluent très vite. Donc déjà, il faut veiller
ce qu'on va télécharger sur la marketplace a suffisamment d'installation et a un périmètre suffisamment, une granularité de données suffisamment pertinente pour le besoin d'usage. Il existe beaucoup de connecteurs sur la marketplace d'HubSpot qui se contentent de synchroniser qu'une partie de la donnée. Je te donne un exemple tout bête. On peut avoir un vrai besoin d'un point de vue commercial ou d'un point de vue marketing ou d'un point de vue relationnel client d'être capable de ressortir une facture d'un client. En fait, la plupart des synchronisations qu'on va voir sur le marché ne va pas te ressortir la facture, mais va te ressortir le lignage de la facture, pas le document PDF. Donc, un commercial qui est pas capable de réémettre la facture, ou du SAV qui est pas capable de consulter la facture et l'état de la facture alors qu'un client appelle, peut être un véritable enjeu. Ça te permet de définir encore plus finement tes besoins d'usage et de définir réellement si l'outil sur Marketplace va te le fournir. Sur les outils iPaaS, les intégrations de passerelles API par on-cloud, comme Zapier ou comme il en existe beaucoup d'autres, il y a 2-3 enjeux dessus. En fait, ça ne fait que donner une couche d'abstraction par rapport à ce qui existe. Mais ça veut dire qu'on n'a pas toujours la capacité à faire du développement ad hoc. Et si la donnée que l'on veut, les champs custom de l'ERP ne sont pas récupérés, et très rapidement, il va nous manquer une information stratégique de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, un ERP n'est pas personnalisé. L'entreprise pour le plaisir, il est personnalisé parce qu'il y a un vrai besoin spécifique à l'entreprise. Et donc, le vrai sujet des connecteurs et des iPaaS, c'est est-ce que je suis aussi capable d'aller chercher le custom ? Est-ce que je suis aussi capable d'aller chercher ce qui est spécifique à l'instance de mon SAP, l'instance de Salesforce, l'instance de mon Navision, etc. Et ça, c'est une vraie problématique. Côté Operation Hub, tu disais, il y a un peu plus d'outils qui permettent de la synchro, et donc c'est une extension supérieure. Et puis, il reste aussi toujours la solution ultime, entre guillemets, qui consiste à faire du développement ad hoc. Mais ce développement ad hoc, il peut souvent se résumer à de l'import de fichiers et de synchro de fichiers plans. Si on n'a pas besoin d'une fréquence de synchro inférieur au quart d'heure, par exemple, c'est assez facile de faire de la synchro entre un ERP HubSpot via des échanges de fichiers. Et donc, en fait, le vrai sujet, c'est, on sait que Marketplace, c'est ce qui souvent coûte le moins cher. iPaaS, c'est ce qui coûte un peu plus cher, mais qui n'est pas forcément précisé. L'Operation Hub, ça dépend vraiment de la volumétrie. Ça peut être cher s'il n'y a qu'une seule connexion. Ça peut être pas cher s'il y en a beaucoup. Et donc là, mais on sait qu'on n'aura pas forcément tout dedans. Et puis, le développement spécifique, il est forcément un peu plus cher, mais par contre, il est ad hoc. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a exactement la granularité et la logique de propagation que l'on a. Le vrai sujet, en plus, en sous-jacent, c'est que dans 99% des cas, on a quand même un problème de data quality et de réconciliation client unique. Et quant à ces sujets-là, eh bien, c'est pas ton iPaaS ou ton connecteur standard qui va te permettre de le gérer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ton iPaaS ou ton connecteur standard, il te fait ta connexion entre ton hotspot et un ERP. Et puis, tu as une autre instance qui travaille de l'autre côté, qui fait une autre connexion avec ton autre ERP. Mais à aucun moment, tu vas pouvoir, avec un iPaaS, juste reconsolider, sauf à développer, en fait, des tables intermédiaires et déployer des sources beaucoup plus coûteuses comme des talents ou des choses comme ça, qui vont te permettre de pouvoir réconcilier tes données avant de les resynchroniser. Mais souvent, tu vas être bridé et pas forcément satisfait. Et puis, en plus, un Zapier ou des outils comme ça, c'est très dur de prédire à quel moment la donnée va être consolidée, donc, ou synchronisée. Donc, c'est très dur de savoir exactement l'état de fraîcheur de ma donnée. Et ce qui veut dire, là, cette limitation vis-à-vis des iPaaS, elle n'existe que quand tu as plusieurs ERP. Quand t'en as qu'un seul, tu as moins cette limitation. Tu as moins cette limitation, sauf que tu as toujours le sujet du nouveau lead entrant. Est-ce qu'il existe? Et comment je le réconcilie? Donc, est-ce que je suis pas en train de créer des doublons? On a la plupart des ERP, on a malheureusement beaucoup de doublons présents. Et dans pas mal de CRM, on a aussi quelques doublons présents. Donc, tu as quand même mécaniquement quelques enjeux là-dessus. On l'aura compris en t'écoutant, chez 1 minute 30, on privilégie les intégrations ad hoc, en particulier avec les ERP, en particulier aussi compte tenu du caractère stratégique de cette intégration. Quels sont pour toi les ERP qui sont faciles à intégrer avec HubSpot, lesquels sont plus difficiles? Comment aborder ces sujets-là? Peut-être des logiques un peu de fourchette de prix selon la nature des ERP pour que nos éditeurs se fassent une idée. Globalement, on va dire dans les extrêmes, c'est la S400. Quand on fait une intégration S400, on est dans un système propriétaire d'interface qui est ad hoc. Donc, on est dans du
pur propriétaire. C'est comme quand on attaque pour la première fois un nouvel ERP. On a quelque chose qui est complètement spécifique et puis on a des clients qui ont un ERP en interne, donc un outil de gestion en interne, un ERP, un CRS ou tout ce que l'on veut en interne. Et là, pas de sujet, c'est la partie la plus complexe et la plus lourde. Bon, c'est assez rare. C'est assez rare, mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Ensuite, quand on remonte, on a les standards du marché. Donc, dans les standards du marché, il y en a qui sont plus ou moins matures. Par exemple, un NetSuite est assez facile à intégrer la plupart du temps. Là où un Sage XE3, un 700 ou un 7000 est à intégrer, mais il y a toujours un peu plus de temps de préparation. Un Navision est souvent customisé, donc il va demander pas mal de travail. Salesforce, il y a les connecteurs du marché, mais qui sont pour moi insuffisants pour avoir vraiment la vision d'engagement. Et donc, il y a aussi souvent un peu de custom au-delà de Salesforce, ou si on prend un SAP, par exemple, là, forcément, on rentre dans un degré de complexité un peu supérieur, parce que ce sont des ERP qui sont très puissants, donc ont un degré de personnalisation par client qui est très fort. Et donc, forcément, c'est pas du plug and play, c'est pas du standard, il y a une phase d'analyse de la donnée, d'analyse de la structure, pour pouvoir être pertinent derrière. Alors, pour donner un peu des fourchettes de prix, un NetSuite qui est le moins cher, de ce que j'ai compris en termes de simplicité, etc., tu serais à quel ordre de grandeur? En fait, un NetSuite, on va dire à quelques milliers d'euros à l'intégration et en running cost, on va être à quelques centaines d'euros. Là où, à l'extrême on va faire quelques autres étapes. Un Sage et la Galaxy Sage qui est quand même très, très, très présente sur le marché. Sage, on arrive assez vite à dépasser avec plutôt entre 5 et 15 000 euros en fonction de la version de Sage, en fonction du fait qu'on soit on-premise ou en cloud, parce que qui dit on-premise dit établissement d'un tunnel sécurisé, d'un VPN et des problématiques d'exploitation plus dures et de mise en place plus dures que ce que l'on a sur quelque chose en cloud dans lequel on se connecte à des API disponibles, etc. Donc, un Sage, ça va être assez variable justement en fonction de ça. Ça va être beaucoup moins cher sur une version cloud et sur une version X3 qui est multi-entreprise, il y a forcément plus de paramétrage à faire que sur une version 100 ou 1000 qui va permettre qui va être plus standard et mono-entreprise. Et quand tu vas vers du Salesforce, réponse un peu binaire, c'est-à-dire que en fonction des cas d'usage, on peut être sur le connecteur standard et ça peut coûter pas cher du tout. Mais très souvent, on rentre dans des cas d'usage qui ne sont pas couverts par les connecteurs standards et du coup, on passe dans des développements spécifiques en plus des connecteurs standards. Mais sachant que l'un plus l'autre, on reste sur des coûts relativement modérés la plupart du temps. Autour de 5 à 10 000 euros. Salesforce est assez normé. Navision va être un tout petit peu plus élevé à cause des différentes versions de Navision et à cause du degré de personnalisation qu'on a sur un Navision, on va rester à peu près dans les mêmes gammes de prix. Là, où un SAP va pouvoir monter parfois au-delà de 20 000 euros sans aucun problème parce qu'on a toujours un degré d'analyse de la donnée, des problématiques de puissance aussi, s'il n'y a pas un Forana ou des choses comme ça qui nous permettent de requêter correctement les choses. Il y a vraie problématique d'échange et de performance d'affilité. Puis, il y a d'autres ERP dans lesquels on a des vraies problématiques de capacité d'échange. On a des ERP qui sont fermés, on a des ERP qui limitent le nombre de requêtes par jour. Et parfois, ces limites sont très, très, très basses. On en a un dernièrement où on est limité à quasiment 10 000 requêtes par mois. Quand on a une base d'entreprise de 5 000 entreprises par mois, c'est rien du tout. Et là, du coup, on a beaucoup de spécificités à faire et beaucoup d'affinage du travail pour rester pertinent et couvrir tous les cas d'usage métier. Et pour finir, un AS400, qui était ton maximum de complexité? Ouais, très sincère, on l'avait pas assez bien rendu, mais en toute sincérité, on doit être la plupart du temps en fonction de est-ce que celui qui est le gestionnaire de l'AS400 a déjà des API ou pas. S'il n'a pas d'API, on va très vite faire de la conception croisée pour développer ses interfaces. Et donc, très rapidement, on va être au-delà de 25 000, 30 000 euros. Très bien. Merci beaucoup, Rémi. Vous avez compris que l'intégration avec l'ERP, un CRM et votre ERP est stratégique, qu'on maîtrise parfaitement les API HubSpot et comment on s'intègre à votre ERP, quelle que soit sa complexité. Même si vous en avez plusieurs, on va vraiment travailler sur les sources de vérité, sur la propagation de l'information, sur définir des choses personnalisées, spécifiques à votre métier pour bien synchroniser votre ERP avec votre CRM.
on privilégie les intégrations ad hoc, mais tout ça pour que vous puissiez vraiment profiter de la richesse des informations présentes des deux côtés et bien les synchroniser. Tu veux rajouter quelque chose, Rémi ? Un dernier détail, mais qui n'est pas négligeable, c'est qu'on a souvent, si la méthodologie de synchronisation, on pense que parfois les webhooks sont des façons finales de synchroniser les données. En fait, un webhook, malheureusement, est quelque chose qui ne permet pas forcément de gérer tous les cas limites, notamment d'interruption de service et donc de perte de synchro entre les bases ou des cas notamment de merge, dans lesquels deux données sont fusionnées et qui vont pas forcément propager les informations de suppression, les informations d'anonymisation, les informations de merge. Donc, malheureusement, en fait, il faut partir du principe aussi que la solution qui ne couvre que 95% des cas d'usage ou des cas de la vie de l'ERP et du CRM fait qu'on crée 5% de gig ou 5% de décalage entre les bases tous les mois et que très rapidement, on n'a plus une source de vérité. Merci beaucoup Rémi. Si comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez Minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci, salut, bonne journée. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube, Deezer et Google Podcast. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.